Ça marche. Bon, du coup, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce premier webinaire de l'année 2026. Vu qu'on est encore le 27 janvier, je peux me permettre de vous souhaiter à tous une très très belle année 2026. Donc, je suis Lucia, la chargée de communication marketing chez Decarbo Solutions. Et donc, j'aurai le plaisir aujourd'hui d'animer ce webinaire consacré à un sujet très concret. Donc, comment rédiger un critère carbone juridiquement sécurisé dans vos marchés publics. Et donc, pourquoi ce webinaire maintenant? Parce qu'avec l'échéance donc 2026, les critères environnementaux deviennent non négociables dans la commande publique. Et sur le terrain, une question revient assez souvent chez nos acheteurs, juristes et décideurs. Donc, comment intégrer un critère carbone qui soit à la fois comparable, vérifiable et applicable sans créer une usine à gaz, ni fragiliser donc la procédure. L'objectif aujourd'hui est simple, donc de vous donner une méthode opérationnelle. Et pour cela, nous avons des profils incroyables. Donc, on va commencer par Philippe Mongeard, qui est de chez Decarbo Solutions, Mathieu Pitrigani de chez ABGI, Christopher Sanson de chez Decarbo Solutions, Marc Levasseur de chez Groupe ADP, et moi-même qui serai donc votre animatrice pendant ce webinaire. Et je passe la parole donc à Monsieur Mongeard qui va vous présenter Decarbo Solutions. Merci Lucia pour cette très belle et souriante introduction. Je suis le fondateur de Decarbo Solutions. Alors Decarbo Solutions, ça existe depuis, dans une première forme, GCI, Global Climate Initiative, depuis 2012. C'est une société qui a grandi comme tout le monde dans un premier temps par le développement de solutions de décarbonation globale basées sur le déploiement de bilans carbone dans des entreprises, de petites, de moyennes, de grande taille, ici et à l'étranger. On est présent dans une vingtaine de pays et toutes nos solutions sont en trilingue. La particularité de GCI Decarbo Solutions depuis sa naissance, c'est qu'en permanence, on a beaucoup investi sur une équipe support, une équipe méthodologie avec strictement que des ingénieurs carbone, de manière à permettre à chacun de nos utilisateurs d'être au bout de quelques semaines et au plus tard quelques mois entièrement autonomes sur nos solutions. La deuxième particularité, c'est que dès 2022, par rapport à au tsunami de demandes concernant la décarbonation et les bilans carbone, on a enrichi notre structure d'un réseau d'experts agréés qui sont des experts qui ont choisi notre solution pour valoriser leurs propres compétences autour d'une expertise carbone. Expertise à 360, vous avez noté le D de Decarbo Solutions. Le D est aussi notre D de départ, puisque dès le départ, nous avons dit que notre objectif était de désacraliser et de démocratiser la décarbonation des organisations et pour ce, offrir tant à la fois une solution de support, mais surtout une solution SaaS avec une expérience solide, en 15 ans, c'est le moins, expérience qui s'est appuyée aussi bien sur des très grands comptes que sur des TPE, des PME. Et je passe la parole à mon ami Mathieu de ABGI pour la suite. Merci Philippe, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'avoir été invité par GCI ce jour que je remercie. Je vous souhaite également à toutes et à tous une très belle année 2026. Et pour présenter rapidement ABGI, que j'ai le plaisir de diriger depuis un peu plus d'un an et qui existe depuis 10 ans, en fait nos 10 ans cette année. J'ai le plaisir au sein du cabinet ABGI, qui est un cabinet de conseil ETI indépendante française de province, de pouvoir piloter une filiale qui s'appelle Opération et Performance et qui accompagne nos clients dans la réalisation et l'exécution de missions de développement de leur performance opérationnelle, particulièrement sur les achats auprès du secteur privé et public. Aujourd'hui, on fait un focus un peu plus sur le secteur public. On a le plaisir de travailler dans toute la France métropolitaine et ultramarine auprès d'acteurs qui, par le biais de phaseurs ou par le biais de leur marché directement d'un point de vue opérationnel, souhaitent développer le carbone, l'empreinte carbone, la maîtrise de ces méthodologies au service d'un achat durable. Comme l'a évoqué Lucia en introduction, et je pense que toutes et tous autour d'écran, si vous êtes intéressés pour nous rejoindre aujourd'hui, vous êtes animés par cet objectif, c'est qu'on sait ce critère environnemental qui devient non négociable, on le sait tous. Ce qui est un peu plus difficile, et je le dis avec humilité pour nous en tant que cabinet de conseil également, c'est la difficulté de l'anticiper et de savoir par quel bout le prendre quand c'est quelque chose d'assez nouveau. On a évidemment la loi climat et résilience qui s'est déclinée. Naturellement,
toutes et tous autour de l'écran, vous êtes peut-être déjà sensibilisés avec on va dire la mise en place, la définition, la mise en œuvre de vos SPASER, de vos schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Et on sait qu'au plus tard, en août 2026, on aura l'obligation d'intégrer un critère environnemental dans nos consultations. Évidemment, un point qui est important, c'est qu'il y a deux risques qui font face à nous. Le premier, ce sont des critères génériques aujourd'hui qui, on va en reparler, souvent frustrent d'un côté les entreprises répondant aux consultations et également les acheteurs qui se retrouvent avec des mémoires imbuvables et qui n'apportent pas grand-chose à leur analyse d'offres. Et le deuxième point, c'est qu'on a un contentieux qui se développe sur ces achats qu'on appelle la neutralisation des critères de sélection des offres, ce qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, dans une économie tendue, vous devez être destinataire de courriers, de demandes d'explications de vos prestataires qui vont s'interroger sur est-ce que vos critères en matière environnementale sont réellement discriminants, dans le bon sens du terme. Et aujourd'hui, l'expérience démontre, et vous aurez sans doute des expériences à nous partager au cours de ce webinaire, que très souvent, les notes ne sont pas discriminantes et que, assez régulièrement, on a des critères symboliques, si je peux l'exprimer ainsi, qui sont pondérés à 5 à 10%, et c'est assez rare d'avoir moins de 7,5 sur 10. Pour ma part, c'est la note que j'ai depuis 10 ans, qui ne change pas rarement pas. Je vous propose d'avancer de manière un peu plus concrète. Ce qui est attendu, évidemment, cette année, c'est de pouvoir avoir un objectif et des critères tournés vers l'impact qu'a l'achat, ce que l'on achète sur l'environnement. Et donc, le point qui est très important, c'est que c'est un objectif différent de la démarche RSE des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de nos clients avec qui on a le plaisir de travailler ont un critère que je vais qualifier de RSE, qui valorise parfois une démarche d'entreprise, mais qui n'a pas d'impact sur ce que l'on achète. Je vous prends mon exemple personnel très égoïstement. J'ai le plaisir d'être dans un groupe qui a des ruches, qui sponsorise des athlètes paralympiques, qui fait énormément de choses sur le volet sociétal. Quand vous nous achetez une prestation de conseil ou de formation, je pense que ça vous fait une belle jambe. Et donc, l'objectif, c'est de dire comment je suis concret demain quand j'achète des travaux, des fournitures, des services, des prestations intellectuelles, de manière à vraiment axer sur ce qu'a mis en place de manière démontrable notre prestataire, notre partenaire, de manière à pouvoir être concret et non pas dans la com et le greenwashing comme parfois on l'entend. Le carbone, pourquoi on a fait une fixation là-dessus avec Décarbo Solutions, c'est que on sait que quand on réfléchit à un critère environnemental, très souvent l'impact carbone compte. Très souvent chez nos clients, on parle du transport pour commencer, mais avant de rentrer dans le détail, je voulais vous faire part d'une enquête qu'on a menée sur les années 2024 et qui a fini tout début 2025. Donc, c'est intéressant parce que c'est une enquête qui est déjà ancienne. C'est une enquête que nous, on avait menée auprès d'une centaine de fournisseurs qui étaient de différentes tailles, à la fois grands comptes, ETI, PME et TPE, et sur différentes natures d'achat. On avait fait un panel qu'on avait estimé représentatif. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Je n'ai pas la prétention d'être un organisme de sondage, mais j'avais trouvé à titre personnel que les résultats avaient été assez éclairants et on vous les partage. Il y a 4 chiffres qui nous paraissaient intéressants. Le premier, c'est que 80% des répondants, donc des fournisseurs qui avaient répondu, déclaraient avoir été déjà concernés par une exigence. Donc quand on dit une exigence, ça peut être une exigence du cahier des charges, ça peut être une clause d'exécution de leur contrat ou un critère de sélection des offres en lien avec les objectifs de développement durable. C'est un point qui est important parce que parfois on rencontre encore certaines organisations où on a peur un peu de cette demande-là. On pense que les entreprises vont être effrayées. Alors, elles vont être effrayées par rapport à la mise en œuvre parfois, mais aujourd'hui, moi, je ne rencontre aucun dirigeant d'entreprise, aucun chargé d'affaires quand il chiffre une offre qui est totalement étranger à ces enjeux. Il y a un autre point important, c'est que 60%, donc plus de la majorité des répondants, reconnaissaient que les demandes de prise en compte de ces enjeux de développement durable leur permettaient d'améliorer leur offre. C'est-à-dire que de plus en plus, on a une évolution aussi business qui est très importante à avoir en tête, c'est que ça devient non plus un élément de marketing, c'est un élément de vente. Et ça, c'est important parce que quand on parle des SPASER, quand on est une collectivité, notamment sur un territoire, et qu'on veut promouvoir ces acteurs locaux, l'objectif, c'est d'arriver à favoriser nos champions vertueux. Il y a l'égalité de traitement, je ne le remettrai pas en question. Il y a la transparence, il y a les grands principes de la commande publique, mais il ne faut pas se leurrer. Actuellement, j'ai le plaisir de travailler avec un conseil départemental pour du sujet de matériel reconditionné. C'est intéressant aussi de promouvoir des champions locaux qui, dans leur offre commerciale, mettent en avant une démarche
pertinente, innovante en matière environnementale. Il y a un mais, évidemment, pour l'illustrer, c'est qu'aujourd'hui, près de 3/4 des répondants nous disent qu'ils rencontrent des acheteurs publics qui se cherchent encore. Donc l'idée n'est pas de tirer à boulet rouge sur les acheteurs publics, bien au contraire, c'est plutôt de se dire forcément on se cherche parce que c'est nouveau et la méthodologie, on est en train de se l'approprier, puis nos spazeurs, on est soumis ou pas soumis, et puis on n'a pas forcément de politique achat formalisée toujours. Il y a un autre point qui est important, parce qu'on va le voir, c'est un des leviers forts, et nous, c'est une conviction forte chez BGI, c'est que seulement un répondant sur 10 déclare avoir été sollicité en cours d'exécution. Et on va en reparler, il y a tout ce que l'on peut faire pour demain, que ce soit un critère de sélection des offres, mais j'invite beaucoup nos clients, nous, à s'interroger sur ce que je peux faire dans la durée. On va en reparler un peu plus tard. En termes de principe d'application de ce critère dit carbone, on l'a dit, on l'a vu, le bilan carbone, ce n'est pas l'équivalent de l'empreinte carbone. Là, ce qu'on travaille et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, notamment des Décarbo Solutions avec Philippe et les retours d'expérience d'ADP, c'est de pouvoir identifier l'impact d'un produit, d'un service acheté. On est vraiment sur l'impact de l'achat sur l'environnement. Le point de difficulté, finalement, ce qui fait que des acteurs comme Décarbo Solutions se développent, c'est que pour calculer cette empreinte, il faut être outillé, qu'il n'y a pas d'outil unique et que la diversité et le manque de données disponibles fait que c'est dur à engager. Le conseil qui est le plus simple souvent, qui est binaire, c'est se référer au label. La problématique qu'on a, c'est que se référer tout le temps au label peut aussi éliminer tous ceux qui ne sont pas encore labellisés et très souvent des acteurs qu'on veut promouvoir. Je pense aux TPE, PME qu'on souhaite voir répondre sur nos marchés. Donc, on est aujourd'hui effectivement dans une recherche chez nos clients et c'est ce qui génère cette envie de participer à ce type de webinaire, de pouvoir s'outiller, se structurer pour le développer dans nos consultations, on va en reparler tout de suite après, et également avoir une logique de pilotage de nos spazeurs de manière à ce que l'on puisse avoir aussi des outils qui embarquent nos fournisseurs dans leur transition écologique. Et naturellement, je le souligne, parce qu'on a le plaisir de travailler sur ce projet, on a des acteurs très moteurs, je pense à la direction d'achat de l'État, qui dans le cadre du plan décarbonation d'achat de l'État, travaille sur un certain nombre de fiches plutôt assez fines et fouillées, qui permettent par domaine d'achat de pouvoir vous donner des données, justement, des informations sur les solutions, les comparatifs d'empreinte carbone en fonction de ce que l'on achète par domaine d'achat. Aujourd'hui, il y a un peu plus d'une dizaine de domaines d'achat qui ont déjà été couverts par l'ADE. Vous le verrez, ça a été dit par Lucien en introduction, l'objectif c'est d'être très concret. On vous a mis un exemple, et je ne veux pas faire trop de teasing, parce que l'exemple d'ADP le développera tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problématique juridique à avoir ce type de critères. C'était fait, déjà éprouvé, et il n'y a pas eu de contentieux. C'est un point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, demain, n'importe quel acteur public ou acheteur soumis à réglementation de la compte publique qui le souhaite peut mettre en place un critère qui a vocation, et vous le voyez sur la droite de la planche, à intégrer dans son règlement de consultation finalement un critère de sélection qui vise à faire renseigner, et Philippe Mangeard vous l'évoquera tout à l'heure, son impact produit par rapport à la consultation en cours. Donc ça, c'est un point important, c'est que juridiquement, en termes de clause, si je fais ce que ainsi, on est conforme. Il y a un point qui est important sur la conformité, c'est que ça fait appel à des méthodologies qui sont là aussi éprouvées depuis plusieurs années, puisqu'on est toujours en lien avec les normes notamment ISO et les enjeux notamment de normes associées à l'analyse cycle de vie que l'on peut connaître sur ces enjeux. Si on avance un peu, d'un point de vue très concret, on vous a montré deux exemples et vous aurez le temps de les relire à tête reposée évidemment. On a deux possibilités au-delà du critère qui est un point important, c'est que, premier enjeu, le critère. Vous le voyez, évidemment, on peut le travailler dès la phase de sélection des prestataires. La limite à l'exercice, c'est qu'on parle de transition écologique que vivent les entreprises dans un environnement économique contraint et donc avec des moyens parfois limités à court terme. Et donc nous, on essaye aussi de conseiller à nos clients de se dire, vous avez généralement plus de 60 à 65% de votre portefeuille achat qui fait l'objet d'achats, on va dire, récurrents, avec des contrats cadres qui se sont multipliés ces dernières années. Ça veut dire avec des prestataires qui travaillent minimum 4 ans avec vous, voire quand ils sont renouvelés après mise en concurrence, naturellement 8 ans, soit près d'une décennie. On voit donc se multiplier, non pas des critères où en ce moment c'est la course à l'échalote de qui fera le critère le plus pondéré dans les appels d'offres,
30, 40, 50, pourquoi pas 70%, sauf que ça laisse 30 jours à l'entreprise pour se mettre raccord avec vous. Donc, en réalité, vous avez des territoires aujourd'hui où il y a d'énormes tensions qui se créent entre des acheteurs publics qui ont des spaceurs très intéressants sur le papier, mais très durs à exécuter et qui se prennent des tirs de plomb des organisations professionnelles, des entreprises en direct. Pour contourner ça, nous, on propose aussi de travailler dans la durée avec la mise en place de plans de progrès, là aussi qui ont été documentés depuis 2020, donc on a quand même plus de 5 ans de retour d'expérience assez affirmé là-dessus, où on a la possibilité d'en faire un critère de sélection, évidemment, de s'engager sur un plan de progrès dès la remise de l'offre, ou dans le cadre du suivi d'exécution du marché, on vous a illustré une clause qu'on a pu utiliser avec nos clients pour pouvoir travailler dans la durée à aller améliorer l'impact environnemental de notre marché, à partager les gains et de pouvoir aider l'entreprise en disant on est dans un deal où je te donne du chiffre d'affaires et en échange, en réponse, tu vas progresser en termes d'impact environnemental. On parle de l'environnemental, mais chez ABJ, ça fait 10 ans qu'on le fait sur les économies, où parfois on accompagne nos clients sur des plans de performance, on est rémunéré qu'au succès. Je vous garantis que les plans de progrès, si on n'en a pas, l'entreprise n'existe plus. Ça, c'est un point qui est important comme message, et après, je vous propose d'avancer, c'est de pouvoir, évidemment, à la fois avoir des outils pour le faire maintenant, ce que propose Decarbo Solutions, et également de se dire, parfois, j'ai pas un enjeu uniquement court terme de critères, il faut peut-être pas être plus royaliste que le roi, et j'ai un enjeu de structurer mon exécution et mon management de mes contrats cadres notamment. Bien, je prends la suite. Je pensais que Lucien ferait une petite introduction. Sur cette slide, on aurait pu marquer des Decarbo Supply, mais la slide suivante, s'il te plaît. Pourquoi? Parce que depuis maintenant cette demande forte des entreprises privées et publiques de réduire le poids carbone de leur scope 3, leur poids carbone de leurs achats principalement. Ça s'impose dans le monde privé depuis juillet 2022 et ça s'impose de plus en plus fermement et maintenant définitivement aux établissements et collectivités publiques. On a réfléchi sur ce qu'on pouvait faire pour aider ces entreprises privées et publiques, tant sur ce qui existait, les fournisseurs en place, que les fournisseurs qu'on allait inviter, ceux qu'on allait interroger par appel d'offres. Donc on a créé ce fameux cercle vertueux qui démarre de façon très simple, comme toute application circulaire. En haut, vous avez l'établissement public ou privé qui assez rapidement a compris qui étaient les fournisseurs les plus carbo-émissifs dans son environnement et il peut donc agiter deux services de notre Decarbo Solutions. Le premier sur l'existant Decarbo Supply, c'est ce dont va parler tout à l'heure Monsieur Levasseur de ADP, c'est-à-dire que là, on va interroger les fournisseurs en place sur le poids carbone effectif de ce qu'ils proposent. Et Decarbo Tender, la même chose, mais appliquée à un appel d'offres, a priori d'un choix d'un nouveau fournisseur ou du maintien d'un fournisseur existant, on va lui demander le poids carbone de ce qu'il propose. Alors comment ça procède? Ça procède de façon très structurée. Ce n'est pas une demande en soi totalement anachronique et subjective, c'est codifié sur la méthode, c'est codifié sur le référentiel, c'est de l'ISO 1467, c'est codifié sur l'appréhension et la prise en compte. Nos solutions sont connues et reconnues pour délivrer à tout fournisseur, TPE, PME, grand groupe, des outils en ligne qui lui permettent de comprendre de quoi on parle et qui surtout lui permettent d'exécuter ce fameux calcul suivant la norme ISO 1467, et puis, couverture supérieure indispensable, tous ces services-là sont entièrement gratuits pour les fournisseurs existants et les fournisseurs qui veulent répondre à cet appel d'offres. Quel est l'objectif? C'est l'objectif pour le donneur d'ordre de comprendre enfin, de savoir enfin le poids carbone de ce qu'il achète ou de ce qu'il va acheter, et derrière, d'organiser une nouvelle relation avec ses fournisseurs qui consiste à dire on va travailler ensemble à la décarbonation de mes achats en travaillant ensemble à la décarbonation de tes produits ou tes services. Comme l'a dit tout à l'heure Mathieu, ça se fait depuis 20 ans, 30 ans. Les acheteurs ne sont pas simplement des cost killers. Aujourd'hui, les acheteurs sont des gens qui aident les fournisseurs à améliorer leur prix, à améliorer leur qualité, à améliorer leur délai. Et bien aujourd'hui, Decarbo Supply et Decarbo Tender, c'est exactement cette même philosophie. C'est un outil en ligne, partagé, collaboratif, qui va permettre aux donneurs d'ordre d'aider leurs partenaires fournisseurs à améliorer leur empreinte carbone, c'est-à-dire la réduire. Alors le modèle est assez simple.
on a tout compris l'intérêt de mesurer le poids carbone d'un fournisseur, on a bien compris l'intérêt de l'aider à le réduire, et maintenant on va parler au rang 2. C'est ça qui fonctionne bien dans le cercle vertueux. En rang 2, le fournisseur aura compris très vite que pour améliorer le propre poids carbone de ses fournitures de produits et de ses services à ses clients, il doit lui-même enrôler ses propres fournisseurs. Et donc c'est ainsi que se développe très rapidement une communauté économique, amont, aval et aval, amont, de fournisseurs et de donneurs d'ordre qui travaillent ensemble à la décarbonation des produits et services, donc à la décarbonation de l'activité, donc à la réduction de l'empreinte carbone globale de l'entreprise. Slide suivante. Pourquoi ça fonctionne? Pourquoi aujourd'hui cette forte croissance de nos activités, de nos partenariats? Parce qu'on a aussi compris que du côté des acheteurs et du côté des fournisseurs, il y avait une contrainte de temps épouvantable. On est tous débordés, on travaille tous beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce type de processus ne peut fonctionner que s'il est garant d'être peu chronophage. C'est tout à fait le cas. Tout ce qu'on fait aujourd'hui sur nos plateformes est industrialisé. Le mot n'est pas trop fort. J'exporte un fichier Excel de tous mes fournisseurs, de tous mes produits. Je reçois dans un tableau de bord, à fur et à mesure et tranquillement, sans m'en occuper, les PCF de mes fournisseurs. Et pour mes fournisseurs, c'est pareil. J'accède à cette plateforme à l'intérieur d'un tableau de bord qui me permet tranquillement de travailler en temps masqué ou en temps urgent pour faire ces petits calculs. Le process est pérenne, il est structuré, il est guidé par l'ISO 1467. Donc, quand je demande, moi, fournisseur, moi, client, à mon fournisseur, de faire son PCF, je lui propose de se constituer un nouvel actif. C'est vrai que mieux connaître son empreinte carbone, mieux connaître l'empreinte carbone de son produit et l'améliorer, c'est un nouvel actif pour la TPE, pour la PME, pour le grand groupe. Donc tout le monde gagne. Effectivement, ce n'est pas du racket, chez Decarbo Supply et Decarbo Tender. Tout est gratuit et puis tout est collaboratif du début à la fin, c'est-à-dire j'invite et à la fin, je collabore autour d'une feuille de route, slide suivante, qui est définie elle-même par un processus défini, je dirais, de façon linéaire. On va à la vitesse que l'on désire, on va dans la maturité que l'on désire. Mathieu signalait qu'effectivement, dans un appel d'offres, marché public, généralement, il faut répondre en 30 jours, c'est court. Mais aujourd'hui, le principe de notre application étant gratuit et ouvert, on a beaucoup de gens qui se préparent, beaucoup d'entreprises qui se préparent à répondre aux appels d'offres grâce à des webinaires de sensibilisation, grâce à des webinaires d'appropriation et de compréhension de ces outils. Cette démarche, donc, elle peut être exécutée en quelques jours, elle peut être exécutée en quelques mois. Ça dépend et de l'urgence du marché et du degré de maturité de chacun des acteurs. Et cette conformité au Code des marchés publics repose aussi souvent sur l'auditabilité des résultats. Donc, slide suivante, on va pouvoir auditer la totalité du processus par un processus qui est lui-même très normé, qui est très éducatif. Premièrement, on éduque les acheteurs publics très simplement en leur expliquant comment insérer un lien anonyme, traçable pour demander le poids carbone. On intègre ce lien directement dans l'outil appel d'offres quel qu'il soit manuel, qu'il soit Excel, qu'il soit sur plateforme Evalua ou autre. Les calculs des PCF se font en ligne par les soumissionnaires avec le support des équipes de Decarbo Solutions, le cas échéant. Et donc, conformité, on est aussi capable, on le verra dans le témoignage de l'ADP, de proposer en aval un audit vérification des PCF. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de choisir Pierre par rapport à Paul, Pierre ayant oublié, comme par hasard, dans son poids carbone, soit le transport, soit l'emballage, soit l'énergie. Donc l'idée, elle est là. Et puis, l'idée de généralisation qui commence vraiment à bien fonctionner, c'est la formation. Formation des équipes de l'acheteur de l'autorité publique ou privée, qui devient totalement autonome, c'est la promesse de Decarbo Solutions, et évidemment aussi formation des fournisseurs, qui au-delà de cette première expérience à sollicitation de leurs clients, vont s'emparer à leur tour de cette dimension valorisation de l'empreinte carbone de leurs produits et devenir super utilisateurs de l'application, non pas seulement pour répondre à un appel d'offres, mais pour séduire encore mieux la totalité de leurs clients en amélioration claire et nette de ce qu'on appelle la compétitivité carbone. Et la dernière étape, évidemment, étant l'exploitation des données et par le donneur d'ordre et par le fournisseur, autour d'un document unique qui s'appelle un certificat de qualification dans lequel on va retrouver
De quoi justifier du choix de Paul par rapport à Pierre, puisque dans ce certificat de qualification, vous avez l'ensemble des items de calcul qui sont lissés, la quantité par item, le facteur d'émission par item. En clair, on a là un audit transparent qui garantit que si je pondère à 10, 20, 30% mon choix de fournisseur autour du poids carbone de ce fournisseur, je suis quasiment sûr de ne pas me tromper parce que tout est transparent, tout est unique, tout est accessible du début à la fin. Slide suivante. Le concept à la pratique. Enfin, quelqu'un qui va parler non pas subjectivement, mais objectivement. Merci, Monsieur Levasseur, d'être avec nous pour nous parler de votre expérience dans ce sujet-là. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être invité par mes collègues ici présents et ravi de faire la connaissance de tous ceux qui nous écoutent. Je suis donc Marc Levasseur, en charge des achats responsables de la qualité et de l'innovation au sein de la direction des achats du groupe Aéroports de Paris. Et je vais donc vous relater un contexte et une expérience qu'on a menée il y a déjà pratiquement 2 ans maintenant. Donc ça commence à dater, les niveaux de maturité ont augmenté, mais c'est une expérience qui, je pense, est intéressante de partager. Donc je ne vous l'apprends pas, le contexte aéroportuaire est très particulier dans le sens où il y a de très nombreux acteurs qui opèrent sur nos sites, dans le sens où le transport aérien est très carboné en attendant ça ou ces transitions énergétiques qui, hélas, se font désirer et se font un peu attendre. Et que nous, en tant que gestionnaires de plateformes parisiennes, mais bien au-delà également actionnaires de l'ordre de 25 plateformes de par le monde, au travers d'un groupe donc, qui fait voyager plus de 300 000 pax par an et qui, à ce titre, est le premier groupe aéroportuaire mondial, juste un tout petit peu challengé par le groupe Vinci Airport, eh bien, nous avons une feuille de route extrêmement ambitieuse et complexe à dérouler. Cette slide montre juste, en fait, le contexte. On peut revenir sur la slide précédente. J'ai juste un petit... Voilà, il y a un graphique en bas de cette slide qui resitue, entre guillemets, la complexité du sujet. Donc, en fait, on a quelque chose qui s'appelle GSE, ce sont les services au sol de tous les équipements qui sont nécessaires à la logistique globale de l'aéroport. On a un truc qui s'appelle APU, qui sont en fait les engins, les moteurs secondaires des avions qui se trouvent dans la dérive de l'avion, dans la queue de l'avion, et qui sert notamment à la climatisation des avions quand ils sont sur les aéroports et quand ils sont au poste. Et on a quelque chose qui s'appelle le cycle LTO, ça veut dire en fait Landing Take-Off. Et ce cycle, en fait, est la part du carbone des compagnies aériennes que nous comptabilisons dans notre bilan carbone de gestionnaire aéroportuaire. Donc, grosso modo, on comptabilise des choses pour lesquelles, finalement, on n'a pas nécessairement toujours le moyen d'action. Alors, il se trouve qu'en fait, on en a au moins en partie un moyen d'action. Et ce que je vais vous présenter va adresser la ligne APU, donc les fameux moteurs de climatisation des aéronefs au contact. Je vais passer à la slide suivante. Les achats du groupe Aéroports de Paris sont extrêmement variés parce qu'on a une casquette de maire, on a une casquette d'industriel, on a une casquette de prestataire de services également vis-à-vis des passagers, des compagnies aériennes, des transporteurs cargo, etc., etc. On est interfacé avec les services de l'État. Donc les achats, en fait, ça couvre beaucoup de familles, beaucoup de fournisseurs. Et donc la difficulté dans tout ça, c'est d'arriver à être pertinent dans la priorisation de la décarbonation. Slide suivante. Pour cette décarbonation, nous avons donc 3 axes d'intervention. Le premier, c'est celui que je vais illustrer dans les quelques slides qui suivent. Ça concerne les consultations. Donc on relève de la commande publique. On est labellisé relations fournisseurs et achats responsables, ce qui explique aussi d'ailleurs que je suis toujours volontaire pour participer à des événements comme celui-ci, en partie pour accompagner nos fournisseurs et partenaires. On a un deuxième axe qui est celui de l'engagement des fournisseurs dans la durée de nos contrats. Donc l'idée par rapport à ce sujet-là, c'est de prolonger les contrats pour avoir un vrai levier d'action contractuelle qui nous permette d'atteindre des performances à moyen terme. On se rapproche d'une durée de 6 ans et l'objectif pour tout ce qui est prestations, ce serait d'atteindre 8 ans. Donc ça, c'est un des leviers aussi très importants parce qu'on va exiger des feuilles de route de la part de nos fournisseurs et prestataires
et donc des résultats avec des bilans carbone périodiques qui s'inspirent exactement de ce que vient de nous présenter d'ailleurs Philippe. Et donc, on est totalement convergent là-dessus. Et puis, troisième axe, ce qu'on appelle des initiatives transverses, qui relèvent de fait d'une forme de synergie de décarbonation entre différents acteurs qui sont présents sur les aéroports, et pas toujours, en fait, ceux qui sont titulaires d'un contrat avec l'aéroport de Paris. Voilà. Donc ça, c'est notre vision un peu exhaustive et holistique de la décarbonation qui nous permet... Slide suivante. Du coup, le cas d'école un peu historisé maintenant, mais que je me permets de relater aujourd'hui, c'est donc le souhait de ne plus avoir recours aux moteurs thermiques des avions pour climatiser les avions au poste, mais à la place d'avoir une climatisation qui soit consommatrice d'électricité. Comme vous le savez, l'électricité en France est particulièrement décarbonée. On est le pays quasiment les plus décarbonés en Union européenne, et ce, grâce à l'hydraulique et au nucléaire. Il faut bien le rappeler. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de remplacer donc l'usage de ces moteurs par des climatiseurs qui seront en bout de passerelle au poste, là où sont stationnés les avions pendant la période de l'escale et ou pendant les périodes de maintenance. Donc l'idée, c'est effectivement de globaliser le marché et d'avoir, dans ce contexte, un critère carbone qui se base sur la période la plus longue qu'on puisse prendre en compte, c'est-à-dire en fait, premièrement, la fabrication de ces climatiseurs, mais aussi leur utilisation et leur maintenance pendant une durée estimée d'exploitation de 15 ans. J'ai envie de dire, on a présélectionné notre méthodologie donc avec Global Climate Initiative à l'époque, et donc cet outil en ligne qui est toujours, je crois, disponible et qui évolue régulièrement. On a donc demandé à nos candidats de s'inscrire et de créer un compte pour mettre en ligne les bilans carbone de leurs solutions, que ce soit donc les équipements, mais aussi la partie maintenance, et aussi avec des équivalences sur un certain nombre de gaz extrêmement impactants sur l'effet de serre, qui étaient intégrés et équivalencés, si je puis dire, avec du CO2 équivalent. Le critère de pondération RSE, à l'époque, était de 20% globalement. C'est vrai qu'il n'y avait pas 10% que pour le carbone, et depuis, effectivement, on est en train de réfléchir pour remonter progressivement cette exigence. Il y avait aussi une partie environnementale plus large, dont la part recyclable des constituants de ces équipements. Et donc, ça, c'est quelque chose d'important. Il faut prendre en compte que l'économie circulaire impacte favorablement, généralement, le bilan carbone et même parfois les coûts. Et donc, le reste, c'était 40% pour le prix, 40% pour la technique. Dans le cas de la Presta et donc de l'exercice de mise en ligne de leur bilan carbone, les candidats avaient effectivement accès à des bases internationales pour retranscrire le plus finement possible l'empreinte carbone selon les pays de production de ces composants. Et donc, on a eu un accompagnement de Global Climate Initiative sur l'ensemble du processus jusqu'à la fourniture d'un rapport de synthèse, après des demandes de précision pour un certain nombre de candidats sur cette consultation. Slide suivante. Nous avons donc obtenu des bilans carbone conformes ISO 14067. Il a fallu parfois les retravailler, les approfondir, les compléter. In fine, on avait donc des mesures qui étaient tout à fait auditables, traçables et, si je puis dire, discriminantes, puisqu'on peut avoir, selon les types de produits proposés, quasiment un écart du simple double dans le bilan carbone sur la période d'utilisation, fabrication et maintenance comprise. Nous avons donc pu sélectionner les titulaires en fonction de la notation pondérée et globalement, finalement, faire une économie virtuelle, un évitement de pollution d'environ 5000 tonnes de CO2 par rapport à l'offre qui a été retenue, premièrement. Donc ça, c'est dans le contexte de la consultation, mais de façon plus large, par rapport à une généralisation de l'usage de ces climatiseurs, on est sur un volume de l'ordre de 100 kilotonnes par an de CO2 sur les aéroports parisiens. Donc c'est quelque chose d'assez considérable, et de fait, même si c'était entre guillemets un premier coup d'essai, on a tous appris lors de cet exercice,
Il est vrai que ça n'a pas toujours été simple, ça a pris peut-être plus de temps que prévu, mais on a tous avancé et depuis, je pense que voilà, on peut dire qu'aujourd'hui, dupliquer ce type de consultation avec un critère totalement mesuré et cadré en fait dans une forme de process ISO, c'est la meilleure des possibilités pour ne pas prendre de risques juridiques et faire le meilleur choix. Top. Merci beaucoup, Marc. Avant donc de continuer, je vais donc passer la parole à Monsieur Mongeard qui va vous faire un retour d'expérience de Bordeaux Métropole, qui a lui aussi utilisé Decarbotender pour ses appels d'offres. Et donc, je vous passe la parole. Au micro. Oui, Mustapha n'a pas pu se libérer au dernier moment. Il m'a gentiment demandé de faire son témoignage. Je suis très heureux de faire le témoignage de la métropole de Bordeaux. Tout est écrit, hein. Ils se sont. Alors, je remercie tout de suite aussi Marc Levasseur pour ses mots doux à la fin de son exposé sur le fait qu'effectivement, ça a pris un tout petit peu plus de temps que prévu il y a 2 ans quand on a mis en place cette solution chez ADP, parce qu'évidemment, c'était pas quand même de la tarte, entre guillemets, de s'organiser autour de climatiseurs, de fournisseurs allemands, polonais, chinois, etc. Mais merci Marc à nouveau. On a beaucoup appris. Et aujourd'hui, je crois que Mathieu, qui est l'utilisateur de notre plateforme, sait que c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple qu'à l'époque. Nos outils, grâce à l'IA, grâce à l'expérience, grâce au retour d'expérience, on vient progresser. Donc je reviens à Mustapha à Bordeaux, donc établissement public s'il en est, qui il y a 2 ans se posait déjà, bien avant la loi climat et résilience, cette volonté de mieux connaître le poids carbone de ses achats. Donc ils ont fait une première expérience avec un certain succès sur du matériel de bureau, des chaises, des tables, etc. 75% de réponses spontanées. Alors ça, c'est un chiffre intéressant. C'est souvent ce qu'on nous dit, oui, mais les fournisseurs, vous comprenez, ils ne vont pas le faire, on leur a déjà demandé des questionnaires RSE, ils ne répondent pas. Ben, oui, ils répondent parce que d'abord, c'est plus clair pour eux qu'un questionnaire RSE qui est un petit peu des fois envahissant, intrusif et dont ils ne voient pas la finalité. Deuxièmement, c'est un bénéfice pour eux parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en même temps qu'ils répondent au poids carbone de la table ou de la chaise pour la métropole de Bordeaux, ben, ils ont en même temps dans leur catalogue maintenant définitivement le poids carbone de leurs produits. Donc beaucoup de réponses. 22 PCF reçus exploitables, important, c'est-à-dire que là encore, on confirme le fait que ces fournisseurs, par la qualité de l'outil, par la qualité du support, ont réussi à faire très bien le travail. Assez content aussi d'un point de vue pédagogique, beaucoup de ces fournisseurs, quelques-uns sont devenus des affiliés de notre plateforme pour d'autres sujets parce qu'ils ont tout compris. Ils se sont dit, bah, tiens, pourquoi pas continuer à aller plus loin que ça, que du simple PCF, faisons notre gamme de produits, faisons notre bilan carbone, etc. Et puis, donc, je félicite, puisqu'il n'est pas là, donc sa modestie ne sera pas entachée, Mustapha, qui était très en avance, qui a beaucoup œuvré, qui a beaucoup convaincu, qui est venu déjà lors d'un webinaire avec l'Obsar au mois de novembre témoigner de sa satisfaction. Et puis, à l'époque, il faut le souligner, tout à l'heure on parlait de termes de pondération, il avait quand même pondéré à 25% le poids carbone dans son achat de mobilier. Et à la fin, il a choisi, comme il l'a dit lui-même, à son avis, la meilleure qualité, mais un truc qui est sûr, le meilleur prix et le meilleur poids carbone. Vous voyez, il y a une certaine cohérence. Ce n'est pas parce qu'on fait moins de carbone, qu'on a une meilleure empreinte, qu'on est forcément plus cher. Et là, c'était carrément aligné. Donc, merci à M. El Ouadjedi de ce témoignage virtuel. J'espère ne pas avoir trop déformé ses propos. Il avait déjà tout écrit, vous pouvez le lire. Et donc, j'en ai fini là-dessus et je suis à la disposition avec l'ensemble des intervenants sur ce webinaire de vos questions, puisque c'est la dernière slide, Lucia, si je ne m'abuse. C'est ça, exactement. Maintenant, nous passons à la partie d'échange. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou dans la partie questions-réponses. Nous serons ravis de vous répondre. Alors, du coup, pour la première question, donc, est-ce que ça va être la présentation et l'enregistrement va vous être envoyé? Oui, bien évidemment. Nous allons envoyer la présentation ainsi que le replay pour que vous puissiez regarder tranquillement chez vous. Et oui, il y aura aussi le contact des intervenants pour que vous puissiez les contacter comme il faut. Il n'y a pas de questions? Ça arrive. Ah Ça bon? arrive. Faut laisser le temps d'écrire. Moi, j'en ai une, mais je ne sais pas si j'ai le droit de la poser.
Vas-y, Mathieu, vas-y, tu es l'invité aussi. Non, peut-être faire un focus éventuellement, parce que c'était un peu mon dada tout à l'heure, la manière dont aussi ce type d'outil permet d'embarquer sur des plans d'action aussi les prestataires, parce que là on évoque le fait d'outiller la phase de passation et de réponse à une consultation, peut-être dire quelques mots sur comment on les embarque, parce que on a peut-être certains clients, nous, qui seront pas toujours à l'aise de commencer par une consultation, mais de commencer déjà par des fournisseurs qui connaissent bien, qui sont des partenaires un peu historiques et avec qui c'est plus fluide de travailler sur des choses nouvelles dont on a parfois un peu peur d'exécution. Je vois une question là sur le secteur privé, si je peux me permettre d'y répondre. Clairement, le secteur privé, il est déjà engagé depuis juillet 2022, puisque pour toutes les entreprises qui ont plus de 500 salariés, elles doivent communiquer tous les ans un plan de transition qui fait baisser, qui montre la baisse de leur empreinte carbone. Et comme aujourd'hui, 60 à 90% du poids carbone des entreprises, c'est les achats, donc si on ne décarbone pas les achats, on n'arrive pas à assumer ce plan de transition. Donc ça, c'est le côté réglementaire et juridique. Mais euh, rien ne vaut le bâton, comme dirait l'autre, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Depuis le 1er janvier 2024, toutes les entreprises qui ont des opérations d'import-export à partir d'un port européen doivent réduire considérablement le poids carbone de leurs opérations de transport, sinon à payer des ETS, des quotas carbone importants. Vous l'avez peut-être vu depuis le 1er janvier 2026, le MACF est en place pour les matières premières, ciment, acier, aluminium, énergie, hydrogène, très bien, mais on a moins vu que mi-décembre, la Commission européenne a décidé qu'à partir du 1er janvier 2028, tous les produits importés d'hors UE qui comportent de l'acier, de l'aluminium, du ciment, de l'engrais azoté, seront soumis à ce qu'on appelle le MACF, mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui va coûter quelques milliards d'euros à ceux qui importent, évidemment, et nous sommes malheureusement très nombreux, des produits venant d'Afrique, d'Asie, etc., etc. Donc, il y a 3 niveaux de contraintes pour les entreprises privées. La première, la réglementation et les obligations depuis juillet 2022. La deuxième, le quota carbone sur le transport. Et la troisième, à venir, et dès immédiatement pour les matières premières, les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières. Alors j'ai dit au début, les entreprises de plus de 500 salariés, donc les gens se disent, ben, moi j'ai pas 500 salariés. Oui, mais une entreprise qui a plus de 500 salariés, qui a ces obligations-là, ben, elle va immédiatement les imposer à ses propres fournisseurs, hein, puisqu'elle ne pourra réduire son poids carbone que si les fournisseurs réduisent le leur. Donc voilà, donc le cercle vertueux est vraiment bien engagé. On voit bien le développement de notre société, de nos partenariats depuis 2 ans, portés à fond par ces obligations donc réglementaires, juridiques, fiscales et commerciales. Ok. Nous avons donc une deuxième question. Donc, les expériences menées permettent-elles réellement de répondre aussi à un objectif de relocalisation des achats? Je veux bien répondre si vous me le permettez. Ouais, Je salue ouais, Monsieur Mathieu. Solier aussi au passage. Euh, par rapport à ça, oui, toutefois, c'est un enjeu, je trouve, qu'on s'est peu approprié sur ce volet. C'est-à-dire, comme on focalise beaucoup sur le volet environnemental, on l'utilise peu dans l'espace heure. On commence à le faire. Là, on a le plaisir de travailler avec la ville et la métropole de Saint-Étienne, pour qui c'est un enjeu majeur, de faire un lien entre nos actions de sourcing, de connaissance du marché fournisseur local, des performances de ce marché fournisseur pour orienter le choix de nos critères de sélection sur le volet environnemental. Mais je vous l'accorde, Monsieur Solier, c'est quelque chose que nous, on pousse évidemment ardemment, mais qui était encore embryonnaire chez beaucoup de nos clients, parce que tout simplement que les démarches de sourcing se sont professionnalisées ces dernières années, mais n'était pas aussi poussé dans l'approche. Je vous ai expliqué tout à l'heure l'exemple que j'ai avec le département d'Eure-et-Loire. Sur le matériel IT reconditionné, il a fait une impulsion politique forte pour que l'administration se mette en mouvement là-dessus. Mais votre remarque est tout à fait pertinente. C'est à mon avis un levier majeur. Ensuite, prochaine question. Donc, les obligations portent-elles sur le marché, sur tous les marchés, quels que soient les montants seuils, y compris les achats, donc moins 40 000 hors taxe, bientôt 60 000 hors taxe? Alors, on attend, il peut y avoir des décrets d'application qui changent la donne, mais normalement, la logique est de ne pas de faire de distinction en fonction des seuils, toutefois d'être pragmatique. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas non plus de monter une usine à gaz quand la rehausse des seuils a vocation à accélérer la démarche d'achat, la simplification d'accès. Donc, partez du principe que si demain, on ne vient pas challenger très fortement
un achat qu'on fait rapidement en dessous des seuils qui est par définition formalisé avec un formalisme très limité, il n'y aura pas de grosses problématiques. Donc l'idée, c'est de rester pragmatique. Ouais, je rajouterais qu'il y a certains marchés qui sont un peu compliqués, des marchés d'innovation, des marchés d'entretien, des marchés de nettoyage. On ne pense pas à cette dimension carbone. Aujourd'hui, la méthodologie ISO 1467 permet d'avoir aussi le poids carbone de prestations complexes de rénovation. Je fais un petit clin d'œil à Marc, même pour des parkings. On peut comparer une offre de parking par rapport à une autre sur le poids carbone de l'empreinte carbone de l'ensemble du chantier. C'est important. Donc là, j'ai parlé du macro. Et dans le micro, effectivement, on pourrait se dire pour 20 ou 30 000 euros, pourquoi s'embêter avec du carbone? On ne s'embête pas avec du carbone. Un PCF, ça se fait en quelques demi-heures, j'aime bien dire ce mot-là, et donc il n'y a pas de complication avec la simplicité de l'ISO 1467. Jusqu'en 2020, c'était compliqué, il n'y avait pas de norme. Depuis 2020, c'est très clair, il y a une norme, et depuis 4 ans maintenant, il y a une solution en ligne. Pour l'instant, je vais parler de la note. Il y en a peut-être d'autres qui vont venir, mais pour l'instant, tout est en place, la gratuité, la norme, etc. Donc, tu prends la question suivante, si tu veux, Mathieu, sur les contrôles. Anticiper ou contrôler. Alors, j'étais en train de lire, justement. C'était comment peut-on anticiper la mise en place de ces critères en tant qu'entreprise privée, c'est ça? Oui. On est sur Madame de Personnaire. Alors, le sujet, quand on dit concrètement la mise en place de ces critères en tant qu'entreprise privée, c'est déjà d'identifier à l'échelle de son entreprise ses forces et les actions que l'on mène. Et là, on est vraiment dans le volet argument de vente. Parce que aujourd'hui, les demandes qui étaient faites étaient des demandes très générales, très souvent. Je parle là de l'achat public. Sur l'achat privé, parfois, on était un peu plus fin. Sur ce volet-là, c'est déjà de bien identifier ce qu'on fait à notre niveau. Donc, nous, par rapport à ces clients-là, on réalise déjà une cartographie de nos potentiels de décarbonation. On identifie les priorités par rapport à ce qui impacte notre business pour ensuite mettre en place des plans d'action qui visent à parfois changer de fournisseur, trouver des alternatives, changer de manière de procéder, faire évoluer des process industriels. Il y a plein de leviers. Mais le plus important, c'est de savoir bien le commercialiser, j'ai envie de dire, à nos clients pour éviter de faire la confusion avec la RSE que j'évoquais tout à l'heure. Alors, la question suivante sur le contrôle prévu. Alors, il n'y a pas de contrôle a posteriori, il y a un contrôle a priori. Quelqu'un qui déclare que son produit fait X grammes de CO2, il attache à ce chiffre un certificat de qualification dans lequel on retrouve l'ensemble des matières, process, énergie, transport, emballage qui ont constitué cette empreinte carbone. Alors la seule chose qu'on peut auditer, et nous le faisons, et ça a été fait dans le cadre de l'appel d'offres ADP, c'est d'auditer effectivement si ce qui est écrit est vrai au temps T. Alors on peut avoir aussi des fournisseurs, ça s'est passé, qui disent aujourd'hui mon produit fait 100, mais je m'engage à substituer au polyuréthane, du polyuréthane recyclé, et gagner ainsi quelques kilos de CO2 par unité produite, etc. Donc ça fait partie aussi de la convenance entre l'acheteur et son fournisseur de dire, bon, ok, je note que vous avez un engagement de 20 à 30% de baisse de l'empreinte carbone de vos produits ou de vos services sur les 4 ans à venir, donc je vous retiens, et donc évidemment, il appartiendra à l'acheteur ou il appartiendra au fournisseur de communiquer tous les ans effectivement l'évolution favorable du poids carbone de son produit ou de son service. Hein, voilà, donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une règle, elle est documentée, elle est certifiée, elle est universelle. Je vois derrière, installateur de tuyauterie. Ah oui, j'en parlais rapidement. Bien sûr que c'est compliqué de prendre la totalité du scope 3 d'un spécialiste de la tuyauterie et d'un acheteur de tuyauterie. Bien évidemment, tout chantier, et pour nous, on appelle ça, c'est une solution qui s'appelle Decarbo Project. Donc, vous avez un programme d'installation de tuyauterie, c'est un projet. On va faire effectivement le poids carbone de ce projet, et votre acheteur comparera le poids carbone du projet et le vôtre au projet de vos compétiteurs. Et si vos compétiteurs n'ont pas fait l'effort de faire cette empreinte carbone du chantier, ils seront lourdement taxés parce qu'ils sont obligés de prendre les facteurs d'émission moyens de l'ADEME, qui sont opposables au tiers et conformes, mais qui sont évidemment pas en faveur du résultat, puisque généralement, ce qui est la base de réflexion, la base d'affichage de l'ADEME, est surpondéré par rapport à la réalité objective, puisque il est normal que cet établissement public surpondère un peu
les chiffres moyens de manière à encourager chacun à aller montrer sa propre vérité, son propre engagement. Il y a un point qui est important aussi, on a parlé de plan de progrès tout à l'heure. Il y a deux cas de figure. Il y a une entreprise qui se dit j'ai des choses à vous proposer sur ce volet carbone, je peux m'engager dès la remise de l'offre et donc vous le verrez dans le support. Je vous ai pris un exemple où c'est un critère de sélection des offres. Et puis il y en a d'autres où ça se met en place dans le cadre du marché et notamment dans le cadre de plans d'amélioration continue avec des revues contractuelles et de prestations régulières. Et sur ce volet-là, l'idée de l'outiller, c'est aussi que les éléments de preuve puissent être mesurables, puissent être justifiables, d'où l'intérêt d'être outillé de son côté, parce que sinon, le risque, c'est d'avoir uniquement du déclaratif du prestataire. Il y a évidemment une astuce que vous connaissez sans doute, c'est de le faire par un tiers. On peut aussi solliciter un éditeur tiers indépendant pour le faire, mais ça met une troisième personne dans la boucle quand parfois on aimerait aller un peu plus vite. Donc l'intérêt de l'outil, évidemment, comme c'est évoqué aujourd'hui, c'est de pouvoir suivre nos plans d'action dans la durée qui soit support aux revues contractuelles avec nos fournisseurs. Ouais, c'est important. Puis Marc a dû nous quitter, il nous avait prévenu pour des contraintes extérieures, mais il le dit en partant, il écrit en partant que lui-même, sur des prestations de chantier, il fait des pointages de la trace carbone, évidemment, du chantier, régulièrement pour chaque contrat, quoi. Alors, achat. Si c'est un critère différenciant et que le fournisseur ne respecte pas, exemple, véhicule électrique proposé, diesel utilisé, bien évidemment, là, on est dans le contrôle de l'exécution d'un achat classique. Hein. Si je vous vends une prestation en véhicule électrique et que je le fais en véhicule diesel, c'est un défaut de contrat, quoi. Alors, si un concurrent dénonce, quelles sont les suites juridiques, alors là, j'en sais rien. Donc, ça ne doit pas être bien. Ça doit pas être bien. Tu as des idées là-dessus, Mathieu, sur cette question, sur les conséquences juridiques d'un concurrent qui dénonce quelqu'un qui n'a pas véritablement mis à disposition la solution de décarbonation qu'il avait promis? Vous avez raison, je pense que c'est un contentieux qui va se développer. Pourquoi? Parce que, vous devez le voir, les référés précontractuels en commande publique, c'est assez rare de les perdre, puisque aujourd'hui le niveau de professionnalisation est élevé chez les acheteurs publics, donc le volet juridique est généralement très bordé, donc c'est assez rare de perdre un référé. Cependant, il y a deux contentieux qui émergent. Il y a celui que j'évoquais tout à l'heure de la neutralisation des critères. Les fournisseurs ont le couteau entre les dents, hein. L'économie est ce qu'elle est, l'horizon, je n'ai pas de boule de cristal, mais n'est pas paradisiaque non plus. Donc forcément, ils vont être très attentifs aux choix et aux règles du jeu. Donc, premier, c'est la neutralisation du critère qu'on a évoqué tout à l'heure et d'éviter d'avoir un critère non discriminant. Et le deuxième point pour répondre à votre question, c'est effectivement dans les demandes des candidats évincés et également dans le suivi, de plus en plus de prestataires qui vont demander des preuves de ce qui a été annoncé lors du gain du marché par le prestataire. À titre personnel, moi, je vis un cas chez l'un de nos clients où un des prestataires évincés a questionné chaque année, pendant les 4 ans de l'accord cadre, le client sur ce qui avait été réellement mis en place. Et aujourd'hui, le fait est que beaucoup de documents sont transmissibles et au-delà des candidats évincés, de plus en plus aussi de tiers, je pense à des associations également de riverains, environnementales, qui pourraient avoir un intérêt à agir. Alors, on arrive au bout, donc il faut accélérer parce qu'il y a plein de questions maintenant qui arrivent. Dernière phobie, pas phobie. Il y a une question que je n'avais pas vue là. Anticiper concrètement la mise en place de ces critères en tant qu'entreprise privée, évidemment. Aujourd'hui, vous savez qu'il n'y a que 30 jours entre la demande et la réponse. Donc, je ne saurais que vous conseiller, évidemment, de calculer vos PCF, de faire votre bilan carbone, s'il est fait, tant mieux. Et s'il est fait, donc d'extraire à partir de ce bilan carbone, le poids carbone de vos produits ou services. Donc, contactez-nous et on vous expliquera comment faire parce que, comme on dit, hein, prévenir, c'est pas guérir. Prévenir, c'est gagner dans les marchés publics. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question que j'ai pas vu? Alors, la solution pour apprécier la réduction de l'empreinte carbone est-elle aussi adaptée dans le cas de prestations de services intellectuels? Oui, bien sûr. Hein. Un PCF, c'est Product Carbon Footprint, mais en anglais, Product, c'est biens et services. Donc, on peut tout à fait à la fois mesurer précisément le poids carbone d'une prestation de service intellectuel, organiser des plans d'action de réduction de ce poids carbone et démontrer une trajectoire de réduction à ces donneurs d'ordre. Ça, c'est des choses aussi. Revenez vers nous, on vous expliquera, c'est vraiment du standard. Pour l'anecdote, juste une remarque alors, très, Mm. très basique et très caricaturale, hein, donc ne le prenez pas mal, mais
souvent dans la prestation intellectuelle que je connais mieux forcément, on met en avant le fait qu'on n'imprime plus les supports, les rapports, etc. Sauf que est-ce qu'on a maîtrisé l'impact carbone numérique de nos missions? Jamais on nous pose la question, et parfois je pense que le papier coûterait moins cher en carbone que certaines pratiques, on va dire, d'échange avec les clients. Voilà pour l'anecdote. Donc le fait que l'impact carbone pour les pays peut permettre de réorienter sur quelque chose de concret et objectivable. Une longue question de Madame Lebray auquel je réponds. Alors, c'est si Mustapha de Bordeaux était là, il vous le dirait. Lui, pour que ça marche, il a mis 25% de pondération sur le critère carbone pour ses achats de mobilier et il ne le regrette pas parce qu'avant, il mettait 5-10% puis tout le monde passait au-dessus. Donc là, tout le monde a répondu. Ensuite, sur quoi on va juger? La pondération, c'est des règles de 3. La fonction de suivi, elle est claire. Aujourd'hui, quand vous êtes utilisateur de notre plateforme, vous n'avez pas simplement un tableau avec des chiffres. Vous avez des tableaux de suivi, vous avez des tableaux de projection, vous avez des tableaux de prévision. Donc, il n'y a pas de charge de travail supplémentaire ou très peu. Donc, il n'y a pas besoin de créer un poste spécifique aujourd'hui que le carbone est devenu un critère obligatoire dans la commande publique. On va évidemment, c'est aujourd'hui la règle, travailler à ISO effectif, ISO moyen. Vous en faites pas. Avec Décarbo Solutions, il n'y a pas besoin de plus de temps, peut-être même moins de temps, parce qu'on va pouvoir gérer avec notre BI les choses à votre place, tranquillement. Donc pareil, revenez vers nous si vous le souhaitez, Madame Lebray, et on vous montrera par démonstration comme ceci est peu chronophage et simple d'accès. Pour compléter ta réponse, Philippe, en 2 mots, je salue Sabine au passage et je la remercie pour sa question. Naturellement, la pondération se gère au cas par cas. C'est vrai qu'il y a un mouvement en cours et qui est en cours et qui est un gros effort fait dans nos collectivités, qui est de réallouer le temps qu'on a gagné dans la passation des marchés, parce que on a des trames de contrat, on a l'habitude, on a l'expérience, donc on gagne du temps dans la rédaction à investiguer un champ qui l'était peu côté achat public, qui était le champ du management du contrat et du prestataire. Donc je suis d'accord sur la maturité qui reste à gagner sur ces territoires où on en est encore au début parfois, mais dommage Marc a dû nous quitter, mais il pourrait le dire, chez ADP, les acheteurs ne sont plus trop objectivés sur les gains et leurs performances dans la passation des contrats, mais bien dans le suivi d'exécution. C'est une entité adjudicatrice, donc avec un peu de souplesse, mais malgré tout, il reste sur une réglementation assez commune à la vôtre. Par contre, évidemment, c'est une autre échelle, c'est d'autres moyens, mais c'est surtout une réallocation du temps, mais au global, c'est pas un temps supérieur. Merci beaucoup Mathieu et merci beaucoup donc à tous nos intervenants ici présents et donc il est midi, c'est parfait, on finit pile à l'heure et c'est l'heure d'aller manger, donc je vous souhaite à tous un très très bon appétit. Merci encore une fois pour votre présence et on se retrouvera le mois prochain pour un nouveau webinaire.